commence à faire cuire l'orge. Une fois que la cuisson est terminée, on filtre pour séparer le grain du jus. Oui. Et une fois que la filtration est terminée, on passe en cuve d'ébullition pour stériliser, pour faire la réalisation de pas mal de mécanismes chimiques. Et donc souvent, une grosse brasserie va avoir 3 cuves de travail. Après, on peut avoir 2 cuves qui fassent les mêmes choses, mais en retour. C'est-à-dire qu'on fait la cuisson, on filtre et on revient faire l'ébullition. D'accord. Et là, celle-ci, on fait la cuisson, on fait le filtre et on fait l'ébullition. Ah oui. C'est un concept où on a tout Ok. en une seule cuve. Donc, et c'est pour ça que pour l'instant, il s'était arrêté à 500 litres. Parce qu'après, c'est toute cette structure qui posait problème, parce qu'il faut sortir un tuyau, il y a 300-400 kg de malt qu'il faut sortir. Oui. Donc ils avaient des problèmes techniques à cause du mât. Du bras, ouais. Ok, ça marche. Ok. Et là, ça monte à combien de température en fait Bah là, ébullition, on va à 100 degrés, 100-120 degrés. On monte vraiment en ébullition pendant 1h30 pour stériliser le milieu, pour bien stopper toute l'action des enzymes qui ont fonctionné pendant la cuisson. Donc voilà, il faut les éliminer, elles ont pu être dans le milieu. Donc voilà, il y a tout ce process qui fait. On part par palier, hein, on rentre l'orge à peu près, le malt, on le met dans l'eau à 50-55 degrés. Puis on va faire un palier à 60, 63, 68 pendant X minutes. 72, 78 pendant X minutes, voilà. Après, ça c'est la recette du brasseur et ce qu'il veut extraire qui va. Et combien de temps ça met pour toi en fait Là, du commences ici là, on a fait j'ai commencé l'empâtage, on va dire, vers 7h30 et j'ai fini à 16h. D'accord. Bon, avec quelques petites manips de réglage, mais en général, il faut une petite journée pour faire un brassin complet. D'accord. Voilà. Et au terme de l'ébullition, on a notre milieu qui est stérile, qui est propre. Donc on le passe dans un échangeur pour le refroidir, parce qu'on part de 100 degrés. Alors on pré-refroidit un petit peu, mais on part de 78 degrés, on va dire. Il faut passer à 20 degrés pour que les levures puissent se développer. D'accord. Donc, et ça, on n'y passe pas 3 jours, quoi. C'est dans l'heure qui suit. Ok. Donc on a une grosse puissance de froid qui refroidit de 70. Donc c'est le tuyau noir qui fait le chemin là-bas. Donc là, le gaz carbonique qui est produit pendant la fermentation, parce que du coup, comme je pars d'un milieu stérile, il faut que j'apporte des levures pour relancer la fermentation. Puisque la base de la cuisson de l'orge, c'est extraire le sucre qui est dedans. D'accord. Pour faire un produit fermenté. Ouais. Puisque si on met l'orge toute seule, il n'y a pas de sucre. Hein. Donc elle est maltée dans une malterie, elle est germée. Ouais. Et le process fait que l'amidon après nous permet de produire du sucre. Et une fois qu'on a ce liquide sucré suite à la cuisson, en mettant des levures, les levures vont se développer et vont produire du gaz carbonique en produisant de l'alcool. Donc très rapidement, si ça se trouve en fin de soirée, là, les levures vont commencer à travailler et le gaz carbonique qui va rentrer dans la cuve donc va remplir tout l'espace. Ouais. Il faut qu'il sorte. Puisque là, après, on peut avoir des cuves qui résistent à la pression, jusqu'à une limite, hein, bien sûr, hein, il y a des échappatoires, mais là, c'est des cuves qu'on appelle atmosphériques, donc elles ne résisteraient pas à la pression. Donc, du coup, pour bien quand même étancher, on va dire, aux bactéries le milieu, elle est fermée. Par contre, on a un petit bulleur. Donc, l'air va passer le gaz carbonique va passer dans ce tuyau-là. Il va pousser l'eau. Et puis, à un moment donné, l'eau, elle va venir là. Et puis, les bulles, il faut qu'elles sortent. Mais l'eau ne va pas sortir du coup. Ça fait un petit compartiment pour pousser l'eau. Voilà. Et là, on voit l'activité de la fermentation parce que ça bulle, ça travaille, quoi. Il y a une production de gaz carbonique. Et donc, du coup, quand ça bulle plus, c'est ça Voilà, au bout de 3-4 jours, on va se rendre compte, après c'est assez mécanique, hein, on le sait, mais voilà, on voit qu'il n'y a plus d'activité. Donc du coup, le milieu va rester saturé en gaz carbonique. Donc après, on ne ferme pas quand même parce que on ne sait pas. Il peut toujours y avoir une micro-activité qui génère encore un peu de gaz carbonique, donc il faut jamais fermer la cuve. Et après, je vais mettre un petit papier là, avec un produit désinfectant, pour pas qu'il y ait, quand on va refroidir, d'entrée d'air, du coup, pollué. Ok. Parce qu'après, une fois que la fermentation va être terminée, ça va durer une petite semaine, on va faire la garde au froid, donc on va redescendre la cuve jusqu'à pratiquement 0 degré pendant une quinzaine de jours pour faire mûrir la bière. D'accord. Et puis la faire précipiter pour qu'elle se clarifie. Donc toutes les levures vont tomber au fond. On va purger tous les jours, tous les 2 jours pour enlever un maximum de levures. Et puis voilà. Donc du coup, il faut garder pendant ces 15 jours le milieu avec un gaz neutre voilà, qui protège la bière.
Et puis dans 15 jours, dans 3 semaines maintenant, quand tout va être fini, donc je vais avoir purgé comme ça tous les 2 jours ou tous les jours. Donc je vais avoir appauvri mon épaisseur de levure qui est au fond, parce que ça peut faire une épaisseur qui est assez importante. Et je vais m'avoir créé un petit canal propre, ce qui fait qu'au final, quand j'ouvrirai ma vanne, ma bière sera quasiment propre. D'accord, c'est à ce moment-là que tu sais que... Un léger trouble, mais voilà, il n'y aura plus de grosses impuretés. Okay. Et là, on va passer dans la cuve de sucrage, puisque moi, je refermente en bouteille. Étant donné que ce n'est pas une cuve qui résiste à la pression, parce qu'on peut soit avoir une cuve qui résiste à la pression, on la cale à la pression qu'on souhaite, et après, on va mettre directement en bouteille, alors avec un groupe d'embouteillage adapté, en gardant cette même pression. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de resucrer pour refermenter dans la bouteille. D'accord. Alors que là, moi, je vais être sur une bière plate, sans gaz, sans rien. Ok. Donc je repasse en cuve de sucrage. Là, je vais mettre la quantité de sucre nécessaire pour avoir la pression que je souhaite dans la bouteille. Je remets un tout petit peu de levure différente pour faire une fermentation en bouteille complémentaire. Et puis là, on met aussitôt, dès le sucrage, dans l'heure qui suit, il faut que ça soit mis en bouteille, parce qu'on a recréé une dynamique d'activité. Donc là, il ne s'agit pas de dire, je mettrai en bouteille demain, parce que là, ça y est, sucre, levure, c'est reparti. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de panne en groupe d'embouteillage quand on fait de la bière. Et du coup, ça veut dire que justement, est-ce que ces bières, elles évoluent dans ta bouteille? C'est ça. Dans le sens où si je la buvais tout de suite après qu'elle soit faite, elle n'aurait pas le même goût que si j'attendais un mois ou 2 mois. C'est des bières de garde qui peuvent être gardées 2 ans, 3 ans sans problème. Alors on met une date de conservation un petit peu plus courte, 2 ans en général, mais c'est des bières de garde. Comme un vin sur lit, il y a énormément d'avantages. Il y a un échange de protéines. Les levures, ce dépôt a l'air neutre et puis inerte. Et en fait, ça enrichit continuellement la bière au fur et à mesure qu'elle évolue. Mon idée, c'était de dire, voilà, l'eau de Saint-Nicolas, elle est comme ça, ma bière sera comme ça. Voilà. Comme il y a d'autres régions, il y a la bière de Munich qui est comme ça, parce que l'eau de Munich est comme ça. Et ça, c'était vraiment pour moi primordial. J'ai des collègues, eux, c'est des chimistes, ils amènent un liquide, ils le remettent à zéro et puis ils l'assemblent pour faire des bières. Moi, j'ai plutôt adapté. Alors, pour faire une blanche, j'étais un petit peu limite parce qu'on a une eau assez minérale, sans excès, mais assez minérale. Et on a tendance à dire souvent qu'il faudrait des eaux assez pures pour faire des bières blanches plus légères. Donc du coup, je ne l'ai pas fait tout de suite, et puis à un moment, je me dis, bon, on va faire une blanche qui sera une blanche d'ici, quoi. C'est pas grave si... Et voilà, donc je l'ai faite très tard, j'ai surtout commencé par une blonde, ambrée, et puis brune. Une brune très légère, une brune d'été. Et puis après, on a créé la blanche. Après, j'ai des bières un petit peu plus ponctuelles, des bières de saison. J'essaie de travailler là depuis l'année dernière sur une bière des vendanges, parce que voilà, on est quand même... J'essaie toujours de faire un peu le lien entre les différentes activités, voilà, comme je faisais des guitares avec des morceaux de cèpe de vigne, voilà, pour toujours garder le fil conducteur, l'essentiel sur où j'habite, ici c'était des vignerons, quoi, c'était quand même. Et donc du coup, voilà, les premiers essais c'était pas mauvais, mais c'est pas ce que je veux faire. Donc on est encore en train de travailler un petit peu sur cette bière des vendanges. On va essayer d'évoluer, puis après je ferai... c'est aussi cette magie de la bière, il n'y a pas de limite, quoi. C'est comme un peu la lutherie, il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut fabriquer. Juste la seule limite, c'est la nôtre. Et quelle est la différence entre justement une blonde, une blanche et une brune, du coup Donc ça va être, en tout cas pour moi ici, hormis l'eau, ça va être l'association de différents maltes. Voilà, il y a une brune, ma brune a à peu près 5 à 6 variétés de malt. Donc on joue sur la torréfaction du malt, la cuisson, qui va donner une sorte de colorimétrie et beaucoup d'arômes, d'arômes caramel, café, grillé. Après il y a certaines bières, du coup on ne va pas sur ces maltes là, parce qu'on va apporter une blanche notamment, on va surtout mettre du blé et de l'orge pour plutôt effacer la couleur, faire quelque chose de très léger, pas trop alcoolisé. Voilà. Une ambrée, on va équilibrer, on est un petit peu entre la blonde et la brune, un peu plus d'amertume, on va mettre du houblon aussi un petit peu plus fortement pour amériser la bière. On joue avec tous ces éléments. Ça marche. Donc il faut faire des petits essais. Alors j'ai toujours ma petite cuve de cuisson, la petite qui est derrière là. C'est avec celle avec laquelle j'ai commencé. Donc c'est la Mimi de ça. J'ai toujours travaillé avec cette marque-là en fait. C'est pour ça que je l'affectionne un peu. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc c'est
On change de C'est volume. 100% le même fonctionnement que l'autre. Hein. Ouais, C'est d'accord. même le même programmateur d'ailleurs. Donc Hervé a appris dans une petite marmite maison. c'est ça. Quasi. Ouais, il y en a qui font encore plus précaire, hein, dans les cocottes minutes, dans la cuisine.